dentaire. Nous sommes très heureux que vous soyez. Alors, ça ne se voit pas à l'instant, mais nous avons une centaine d'inscrits, ce qui est vraiment très bien pour la santé publique orale. Donc, on est très contents et merci à tous d'avoir répondu présent. Donc, cette année est une année particulière parce que nous avons réfléchi et décidé de délocaliser en région cette journée qui avait lieu traditionnellement en région parisienne parce que nous voulions nous intéresser au territoire et on trouvait que s'intéresser au territoire, c'était aussi aller dans un territoire. Alors bien sûr, on a choisi le Grand Est, hein, qui est ma région, la région de Céline, la région de Sarre, qui est co-organisatrice, qui est là-bas, Sarre Moussar Badran. Et nous avons co-organisé cette journée au mieux, avec bien sûr une grosse charge de travail pour Nancy. Voilà, donc la question est, où en sommes-nous? Comment décline-t-on les recommandations nationales au niveau régional? Et comment les initiatives régionales peuvent être ensuite, peuvent trouver un écho au niveau national. Et donc, nous allons nous poser ces questions à travers divers exemples et de nombreuses expériences. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le doyen de la faculté de Nancy, à qui je vais laisser la parole très rapidement. Bien sûr, le docteur Céline Clément, qui est notre coprésidente scientifique, vice-présidente de la SPBD, et puis organisatrice principale, je vais dire quand même, de cette journée. Monsieur Didier Févrel, qui est coprésident scientifique et président de la Fabrique Territoire de Santé. Madame Virginie Quéré, représentée par le docteur Thomas Mercier, qui devrait être vers moi, il va venir, qui représente l'Agence régionale de santé. Vous savez que les ARS sont partie prenante dans toutes nos initiatives. Nous avons régulièrement des participations de l'ARS à nos initiatives et dans notre région, nous avons une écoute tout à fait exceptionnelle, enfin si j'en crois les autres, mais vous me le raconterez pendant cette journée. Et puis, le docteur Marc Tenenbaum, qui est adjoint délégué au territoire ouest, à la prévention et à la santé publique de la ville de Nancy. Nous recevrons aussi d'ailleurs l'adjoint de Strasbourg un peu plus tard dans la journée. Voilà, donc je remercie bien sûr les organisateurs. Ma part n'a pas été forcément la plus importante et je vous remercie d'être tous là. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée et des échanges fructueux. Monsieur le doyen. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Société française des acteurs de la santé publique bucco-dentaire, Monsieur le conseiller médical de la direction soins de proximité de l'ARS Grand Est, Madame la coprésidente scientifique vice-présidente de la SPBD, Monsieur le coprésident scientifique président de la Fabrique des territoires de santé, Monsieur l'adjoint délégué du territoire Est à la prévention et santé publique de la ville de Nancy, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs en vos grades et qualités. J'ai l'immense privilège de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre campus Brabois Santé de l'Université de Lorraine pour ces 22e journées de santé publique, premier congrès de la SPBD organisé hors Île-de-France. Je remercie la SPBD d'avoir fait confiance à notre faculté pour organiser et surtout au travers de l'équipe locale nancéenne du comité d'organisation, je pense notamment au Dr Céline Clément et le Dr Alexandre Baudet, assisté des collègues et du personnel de l'UNC Lorraine qui ont fait tout pour que cette journée soit une réussite et je les en remercie. Comme vous l'avez sans doute remarqué, la journée se déroule en même temps que les 150 ans de l'arrivée à Nancy de la faculté de médecine et l'école de pharmacie de Strasbourg. C'est pour ça qu'il y a un peu d'agitation au sein du campus Brabois Santé et du parking et avec quelques conférenciers qui sont un peu perdus, qui sont allés plutôt vers cette inauguration, donc que j'ai pu réaugurer pour ceux que je connaissais. La thématique des journées, santé orale dans les territoires, où en sommes-nous, est un sujet qui nous interpelle tous les jours. D'ailleurs, notre ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, lors de son discours concluant la journée de lancement du Conseil national de la refondation en santé, le 3 octobre 2022, a identifié, je cite, 4 défis que nous devons relever de manière urgente pour améliorer l'accès à la santé des Français. Donner accès à un médecin traitant
ou à une équipe traitante à tous, et en particulier aux plus fragiles d'entre nous, et accompagner l'exercice coordonné. Avoir une réponse d'urgence partout accessible et de qualité pour ce faire, garantir la permanence des soins et la réponse aux besoins de soins non programmés. Mobiliser les leviers locaux d'attractivité pour les métiers de la santé, créer une nouvelle alliance entre les acteurs locaux pour que la prévention entre réellement dans le quotidien de tous les Français. Fin de la citation. Ainsi, de par la thématique choisie, le choix des intervenants, les ateliers et les échanges qui vont en découler, vous participerez à cet effort citoyen afin de contribuer à l'amélioration de l'accès à la santé des Français. Et je vous en remercie. Je vous souhaite, Madame, Messieurs, une journée fructueuse de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Céline Clément. Tu l'as mis dans cet ordre. D'accord, merci, Madame la Présidente. Bien. Alors moi, je vais faire plus court parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà, je voulais tous et toutes vous remercier vivement de vous être déplacés en Grand Est sur Nancy. C'est une responsabilité pour nous aussi de commencer cette première journée en territoire. Parler du territoire en Grand Est, voilà, ça nous a un petit peu mis la pression, mais on est vraiment très très heureux de vous accueillir. Je pense aussi particulièrement, et je vais remercier tous ceux qui sont connectés à distance, donc au Sénégal, en Polynésie, à Brest, à Clermont, à Paris, à Grenoble, je sais aussi, à Lyon. Donc voilà, je voulais tous les remercier. Et puis, on a tous des difficultés qui sont différentes, hein, quels que soient les endroits, les pays, mais on a tous des volontés qui sont bien présentes d'agir pour la réduction des inégalités sociales en santé. Et quelle que soit la vulnérabilité, la fragilité, et tous pour la promotion de la santé globale. Je voulais aussi vous dire combien cette journée peut être importante si on le souhaite vraiment, et comment elle peut changer les choses. Je me rappelle avoir suivi cette journée jeune assistante en santé publique et être rentrée de cette journée changée et transformée. Je me suis trouvée complètement bouleversée suite à la journée qui avait été présidée par Huguette Boissonnat et par les militants à TD Quart Monde. Une autre fois, j'étais rentrée de cette journée complètement euphorique parce que j'avais pu échanger avec le grand professeur Jean-Pierre Deschamps, qui était venu voir mon poster, avec qui j'avais pu discuter et qui reste pour moi une source d'inspiration tellement d'actualité. Et puis, je suis aussi rentrée fière de cette journée quand Léa Marchandeau avait remporté le prix Françoise Roth pour une thèse qu'on avait co-encadrée avec Philippe Hugues et Huguette Boissonnat encore sur la santé bucco-dentaire et la grande pauvreté. Voilà, donc tous, c'est pour vous dire que cette journée peut changer les choses si on le veut. Donc prenez le temps, tous, des plus idéalistes aux plus aguerris, aux néophytes, les plus discrets, échangez. Ceux qui travaillent dans l'ombre, parlez-vous, parlez de vos incompréhensions, de vos colères, de vos questionnements, de vos craintes, et puis aussi partagez vos idées, vos réussites, parce que c'est important et parce que vous êtes tous acteurs et qu'on en a besoin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis qu'on en sorte tous grandis. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant Didier Févrel. Bonjour. Donc Didier Févrel, je suis médecin de santé publique à la retraite. Je viens de Marseille. J'étais responsable du service santé publique de la ville de Marseille. J'ai été aussi pendant quelques temps membre du Haut Conseil de la santé publique. Je suis très heureux de venir à Nancy parce que Nancy et la santé publique, c'est quand même une vieille histoire. Et vous pouvez citer Jean-Pierre Deschamps. Et c'est effectivement aussi un de nos maîtres en matière de santé publique et de promotion de la santé, plus exactement. Et puis, voilà, j'ai été d'une certaine manière entraîné par une personne de mon conseil d'administration dans cette aventure. Donc, c'est pas Fabrique, c'est Fabrique Territoire Santé. Je ne fabrique pas des territoires de santé. Nous sommes pour soutenir les fabricants de dynamique territoriale de santé. Un petit peu différent, mais peu importe. Donc, de toute façon, et je trouve que cette jonction entre la santé publique et la santé orale, parce qu'on sait, vous savez
que la santé orale est aussi un marqueur d'inégalité sociale de santé. Donc moi, je suis très, très content d'être là et je vous souhaite aussi un bon travail. Et puis, de toute façon, j'ai une communication à faire, donc on en parlera ensuite. Voilà. Je vais maintenant laisser le docteur Thomas Mercier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Madame Quéré, la directrice générale de l'ARS Grand Est, m'a confié le soin de vous transmettre ses regrets de ne pas pouvoir être présente parmi nous aujourd'hui. Et il me revient donc le plaisir de participer à ces propos introductifs et au reste de la journée et de porter la parole de l'ARS Grand Est, ce que je vais tâcher de faire le plus fidèlement possible. Tout d'abord, merci aux membres du comité d'organisation ainsi qu'à tous les membres de la SPBD qui savent nous réunir régulièrement, et ce qui est vraiment très important. Et merci à vous de vous être mobilisés et d'être venus à Nancy aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir de voir cette journée de santé publique bucco-dentaire se dérouler en Grand Est. D'autant qu'elle se délocalise donc pour la première fois en dehors de l'Île-de-France. Je pense qu'on va le marteler tellement on est fiers et tellement on est heureux. J'aime croire que si notre région a été choisie pour cette rencontre, c'est la preuve de la grande mobilisation des acteurs sur notre territoire. Nous savons toutes et tous ici, si on est réunis aujourd'hui ensemble, c'est que chaque personne est concernée par la santé bucco-dentaire, de par son impact sur la santé globale, sur la vie sociale, professionnelle, la qualité de vie. Elle joue un rôle extrêmement important du plus jeune âge, et tout au long de la vie. Garante de la santé en région, l'ARS est donc déterminée à agir et c'est le défi que représente l'équité dans l'accès à la santé orale pour l'ensemble de la population. Ainsi, je crois que l'enjeu de cette journée se trouve là. Pour permettre d'améliorer la santé de nos concitoyens, nous devons développer, acquérir une culture commune des dispositifs nationaux, régionaux ou de plus petite maille qui sont autant de leviers mobilisables pour faire progresser la santé orale dans les territoires. À titre d'illustration, des dispositifs majeurs dans l'évolution du paysage médical tels que les CLS ou les CPTS doivent aujourd'hui être accessibles et investis par les chirurgiens dentistes et être pensés y compris à travers le prisme de la santé orale. Je crois que la thématique choisie pour cette journée était presque prophétique, s'inscrivant parfaitement donc dans la démarche initiée nationalement à travers le Conseil national de la refondation, le CNR Santé, dont Monsieur le doyen a parlé, donc je vais faire court. Mais celui-ci se déroule en ce moment même, conduit à des réunions de co-construction dans les territoires, animées donc par les ARS, en lien avec les préfectures, les élus, l'assurance maladie, en associant toutes les parties prenantes, et je crois que c'est ça qui est important, autant les ordres que les professionnels de santé qui ne seraient pas élus et qui ne seraient pas des représentants, que les établissements de santé, les usagers, les associations, etc. Donc elles ont pour objectif de mettre en valeur toutes les initiatives locales déjà existantes. Donc c'est très important de faire valoir ce que vous faites en tant qu'acteur au sein de ces consultations et de ces concertations. De trouver des solutions nouvelles pour notre système de santé et de proposer les évolutions nécessaires en levant les blocages, en faisant évoluer la réglementation si nécessaire. L'ARS donc émet le souhait que les chirurgiens dentistes soient présents autour de la table dans les réflexions régionales, au cours du CNR, mais pas que. C'est aussi pour ça qu'on est en train d'écrire un CEPOM inter-URPS, donc avec l'ensemble des professionnels de santé, pour que les chirurgiens dentistes soient autour de la table, qu'on ne soit pas en fonctionnement en vase clos, ce qui nous fait souvent préjudice. Je crois qu'on peut le dire. Et donc c'est très très important qu'on soit vraiment dans cette démarche interprofessionnelle et de co-construction. Donc je suis très heureux de pouvoir participer à ce colloque. Je vous souhaite un vrai dialogue au cours de cette journée pour que vous puissiez repartir de Nancy avec des conceptions enrichies, une meilleure visibilité des liens possibles avec nos instances et un élan renouvelé pour la promotion de la santé orale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, il revient au docteur Marc Tenenbaum de finir cette présentation.
Merci. Alors moi je vais me mettre là parce qu'un mètre c'est trop pour ma vue, ma vision. Voilà. Je suis déjà un petit coucou avant de... Alors bonjour à toutes et à tous. Un petit coucou avant de démarrer à Céline Clément et Annabelle Tenenbaum, ma petite cousine, qui m'ont fait découvrir votre association. Et en tant que bon généraliste, je suis complètement nul dans la prévention dentaire, comme à peu près la quasi-totalité de mes confrères. Je suis donc adjoint de Mathieu Klein, qui s'excuse de ne pouvoir être ici aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter. Il vous remercie pour votre engagement. Notre ville, nos concitoyens doivent beaucoup à tous les métiers de la santé. Cette journée est donc dédiée aux pratiques en santé orale dans les territoires, du local au régional, et de la place de la santé publique. Les questions de santé publique, compte tenu de leurs enjeux éthiques, devraient occuper la première place dans le débat public. C'est dans ce sens, il faut le souligner, qu'il ne saurait être la seule affaire des spécialistes. Je salue le travail de l'Association française des acteurs de santé publique bucco-dentaire qui sensibilise, informe, accompagne au quotidien les patients, mais aussi l'ensemble de la population. Cette société, créée il y a 20 ans environ, travaille à favoriser l'accès aux soins dentaires pour tous. Alors que la période de confinement a montré les faiblesses de notre système de santé, notamment en santé orale, c'est au plus près des territoires que nous pouvons écouter, entendre tous les acteurs, se doter d'une stratégie de santé publique au plus près des usagers. On estime donc, mais vous le savez tous, qu'en 2017, il y avait plus de 3,5 milliards de personnes avec des maladies bucco-dentaires dans le monde, dont la plupart auraient pu être évitées. Au cours des 30 dernières années, la prévalence mondiale cumulée des caries dentaires, des maladies parodontales et de la perte des dents est demeurée à 45%. En France, les différentes études menées en population générale montrent une proportion d'adultes entre 33 et 50% avec au moins une dent cariée à traiter et un tiers qui présente un problème d'érosion dentaire. Les déterminants d'une mauvaise santé bucco-dentaire sont évidemment mauvaise alimentation, tabagisme, abus d'alcool et bien sûr la qualité de l'hygiène dentaire qui est prépondérante et très souvent mal suivie. Malgré une amélioration de la santé bucco-dentaire depuis quelques décennies, le recours à un chirurgien dentiste demeure très inégal suivant les populations et les inégalités sociales existent dès le plus jeune âge. Les renoncements aux soins dentaires figurent parmi les plus importants et sont fortement associés au gradient social des ressources financières. Et ça, effectivement, dans nos cabinets, parce qu'on m'encourage quand même un peu, on voit la difficulté, notamment lorsque les choses finissent par être visibles. Il nous faut des mois et des années à aider les gens à les... Déjà, il faut qu'ils aient les moyens, les assurances, et puis qu'on arrive à les orienter vers les services. Les questions de santé publique sont amenées à occuper une place de plus en plus prépondérante dans le débat public, et la puissance publique doit en faire un impératif. Pour la première fois, ce congrès unanimement reconnu, qui se tenait chaque année à Paris, se délocalise pour venir en région, comme on vient de le dire, à Nancy. Nancy, ville pionnière en santé publique, avec ses médecins illustres, dont le professeur Parisot. Nancy, ville dynamique, mobilisée, inclusive autour de ce thème qu'est la santé publique. Même si nous n'avons pas de compétences directes en la matière, à la ville, nous souhaitons participer en portant des campagnes de sensibilisation, en faisant de la prévention santé une priorité de notre mandat, un mandat qui a démarré sous le poids de la crise sanitaire. En tant que médecin, je suis totalement convaincu qu'il nous faut sensibiliser au maximum. En tant qu'adjoint au maire en charge de la santé, je me jure la responsabilité qui est la nôtre. Nous savons aussi l'ARS très attentive à ce sujet, partenaire privilégié dans ce domaine d'action, je tiens à le souligner. Le contrat local de santé dont on a parlé met en œuvre localement une approche transversale de la santé en rapprochant les secteurs du soin, de la promotion, de la prévention, de l'accompagnement médico-social, la santé environnementale, en tenant compte des besoins et des leviers existants sur les territoires. Ainsi, le pass dentaire permettra aux plus démunis d'avoir accès aux soins bucco-dentaires lorsque nécessaire. La ville et la métropole contribuent à démocratiser l'accès aux soins des plus grands nombres. Preuve en est, la nuit de la solidarité en 2022, elle a fait preuve de la volonté de la ville de Nancy d'inclure toutes les populations dans les démarches soins. Celle de 2023 devrait associer, en tous les cas, nous en avons déjà parlé depuis que nous avons pu communiquer, associer les acteurs de la prévention orale.
Et j'ai déjà communiqué sur le dentifrice qu'on peut utiliser sans eau, que j'ai découvert il y a une demi-heure, mais j'ai déjà communiqué avec les services. Voilà. Pour atteindre ces objectifs, la ville de Nancy a créé une mission prévention santé. Il nous faut lutter contre les inégalités en santé, analyser les liens d'interdépendance entre santé et environnement, lutter contre les maladies chroniques, promouvoir la santé sous toutes ses formes. Tout cela n'est possible qu'en développant les partenariats avec les associations, tous les acteurs de la santé du Grand Nancy et d'ailleurs. Vous en êtes aujourd'hui acteurs et témoins. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une bonne journée de débat et de mobilisation. Merci. Merci beaucoup, merci d'être venus. Nous sommes très touchés par votre présence à tous. Et nous allons tout de suite commencer, bien sûr, avec Didier Févrel, président de la Fabrique Territoire de Santé. Ah, oui, c'est ça. Parfait. Si vous m'entendez, c'est parfait. Je vais mettre des lunettes. Alors, j'ai pas de diaporama, je suis absolument confus, donc je suis le premier orateur de cette journée, et donc, du coup, j'avais plutôt envie de vous faire réfléchir sur la question des territoires et de la territorialisation des politiques publiques de santé. D'abord, je dois dire qu'en dehors du fait que je vais assez régulièrement dans un cabinet dentaire, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier. Donc, c'est déjà une chose. Ou en tout cas, de me laver les dents tous les jours, ce qui me permet de penser à mes dents aussi, à ma santé orale. Voilà. Alors, depuis les années 1980-1990, la territorialisation des politiques publiques de santé s'impose. Alors c'est un sujet qui peut être assez complexe et qu'on peut prendre par plusieurs bouts. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'est, dans un premier temps, c'est de vous dire pourquoi, aujourd'hui, en 2022, cette question de territorialisation est importante. Alors elle est importante par une première évidence qui est il faut que l'offre de santé et l'offre de soins soient adaptées aux besoins des personnes et des populations. Alors oui, vous allez me dire, c'est une évidence. En même temps, cette évidence-là, elle n'est pas si vieille que ça. C'est dans les années 70 où on a commencé à en parler vraiment, à adapter l'offre aux besoins. Et qu'il faut toujours rappeler cette question des besoins. La deuxième chose aussi qui fait que la territorialisation est importante, c'est parce que l'état de santé de la population est marqué par des disparités et des inégalités. Alors, disparité ou inégalité sociale avant tout, mais aussi territoriale. Et ces disparités, vous nous les avez tous vécues, on le sent, c'est un ressenti, un vécu, une expérience immédiate de disparité territoriale. La santé ou l'offre de santé n'est pas la même qu'on soit à Nancy, dans le Grand Est, ou à Marseille. Et dans certaines villes, à l'intérieur même des villes, les disparités sont importantes. Disparités dans l'accès à la prévention, disparités dans l'accès aux soins et disparités dans l'accès à la santé. Alors c'est vrai que, on va faire un petit propos à propos des inégalités. Sandrine Danet, qui est un médecin de santé publique, épidémiologiste, disait que la santé, effectivement, s'est améliorée pour tous et toutes pendant son temps, mais elle ne concerne, les inégalités concernent l'ensemble de la population selon un gradient continu et non pas la même ampleur géographique. Donc c'est un caractère injuste, mais ça a aussi un poids économique. Donc de toute façon, c'est toujours bon de rappeler que la santé, l'état de santé des Français est marqué très fortement, et en comparaison avec des pays européens, par des inégalités. Et de nombreuses recherches sont attachées à identifier les facteurs de ces inégalités. Parmi ceux-ci,
ont été avancées. On trouve les conditions de vie, notamment de travail, les modes de vie, les comportements à risque, le rôle cumulatif des différences de conditions de vie au cours d'existence, la causalité inverse selon laquelle l'état de santé expliquerait les différences de revenus, l'effet de la structure sociale, la position relative, des dominations hiérarchiques ou des pertes d'autonomie, le rôle du système de santé et de soins et certains facteurs nationaux dont pourraient faire partie des politiques sanitaires et sociales, etc. Et aucune de ces données ne peut expliquer à elle seule le phénomène des inégalités qui résulte de causalité combinée. D'où la nécessité de pouvoir mesurer les problèmes et identifier les besoins sur la base de données locales, de diagnostics territoriaux, de recherche et de données probantes à l'échelle des territoires. Alors pourquoi c'est important aussi? Parce que le secteur sanitaire seul ne suffit pas à répondre aux besoins et aux problèmes de santé collectifs. La santé, avec des éléments de preuve solides depuis maintenant bien des années, est influencée par bien des déterminants environnementaux, sociaux, économiques, culturels, et j'en passe. Des déterminants qui dépendent d'autres secteurs des politiques publiques dont l'action et l'impact devraient être favorables à la santé. Dans un avis de 2017 sur la stratégie nationale de santé, le Haut Conseil de la santé publique indique que 40% des gains d'espérance de vie observés dans les pays riches sont expliqués par l'accroissement des dépenses de santé. Et le reste, 60% quand même, 60%, le reste résulte de l'évolution des modes de vie, éducation, revenus, lutte contre le tabagisme, l'alcool, l'alimentation, etc. Et on voit bien que c'est aussi à partir des territoires qu'on peut aussi agir efficacement sur ces facteurs. Autre point, c'est parce que l'offre de santé sur un territoire, c'est aussi une question d'aménagement et de développement. On voit bien, par exemple, vous le savez, que l'installation d'une offre de soins sur un territoire déficitaire ne dépend pas seulement de la volonté des professionnels de santé, mais aussi de son attractivité dans plusieurs domaines, culturels, conditions de vie, de qualité de vie, de cadre de vie, etc., et d'organisation du territoire. Voilà. Déjà, dans les années 70, de toute façon, la puissance publique, l'État avait créé des secteurs sanitaires, avait bien compris qu'il fallait être au niveau des territoires, et puis la création des agences régionales de santé avec des projets régionaux de santé qui sont déclinés sur des territoires de santé qui sont définis selon des lieux de vie, des états de santé mesurés et des lieux de soins, et qui tiennent compte, si possible, des disparités et des inégalités. Pourquoi aussi c'est important? Parce que les enseignements de la crise sanitaire que nous venons de vivre, alors il faut rajouter toujours qu'il n'est pas encore terminé, on ne sait pas, etc., bref, virgule, ont montré la faiblesse de la santé publique en France dans ses différents aspects d'organisation territoriale, d'expertise et de système d'information, et nous l'avons constaté, la fragilité du système de soins. Ces enseignements ont montré aussi, et ça c'est le rapport de Franck Chauvin qui a été commandé là, en 2022 pour dessiner le futur de la santé publique, a montré les limites de la centralisation des décisions et l'importance du local, eu égard aux mobilisations des collectivités territoriales, du milieu associatif et des citoyens ou des citoyennes de manière informelle. Donc il y a un constat partagé de l'importance d'agir en proximité, notamment pour faire passer, par exemple, des messages de prévention ou d'autres, ou de soutien ou de solidarité. Alors pourquoi aussi? Parce que le rôle des collectivités territoriales est de plus en plus évident. La réussite des actions de santé nécessite de bien connaître son territoire, de pouvoir mobiliser les acteurs, d'animer la cohérence et la coordination. Donc ça peut se faire avec des élus qui peuvent être engagés, et parfois, qui ne sont pas forcément tous ou toutes au même niveau d'acculturation en matière de santé. Donc c'est aussi un travail à faire, de continuer à former des élus, mais le rôle des collectivités territoriales devient d'ailleurs dans le CNR, c'est ce qui est montré, et dans tous les rapports aussi. Et parce que, mais on le savait déjà, même si par ailleurs j'ai appris hier soir avec Fabien Cohen que la prévention pour vous c'est quelque chose qui est assez évident, la crise a quand même révélé la faiblesse des politiques de prévention quand même. Et qui est pourtant un des moyens d'éviter la survenue trop fréquente de maladies qui sont justement réputées évitables.
Alors moi, je pense qu'il va falloir accepter la nécessité pour la santé de la population française de réduire, c'est un peu entre guillemets, le flux de maladies et de malades dans un système qui est en tension déjà et qui ne peut pas, paradoxalement, se passer de malades pour des raisons économiques et qui plus est quand mis en tension sous l'effet de la concurrence. Donc il y a comme ça une interrogation sur le système de santé à faire. Parce que le système de santé aussi, quelles que soient ses échelles, je dis bien quelles que soient ses échelles, doit prendre en compte les défis relevés par le Haut Conseil de la santé publique, la santé environnementale, les risques d'exposition aux risques infectieux, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et dans un système qui, pour le Haut Conseil, n'est pas forcément adapté correctement à ces enjeux. Autre chose aussi, c'est que la démocratie sanitaire est devenue un élément constitutif des politiques publiques de santé et dont il convient de souligner l'interaction nécessaire avec les questions de démocratie dans tous les secteurs de la vie publique. De fait, la réflexion sur la démocratie sanitaire ou en santé n'échappe pas à celle sur la démocratie en général dans sa conception et son opérationnalité. Comme l'écrit la sociologue Lise de Mailly, la démocratie sanitaire ne saurait exister comme démocratie séparée dans un champ bien délimité d'action sans mettre en cause l'ensemble des relations de pouvoir dans la société. Donc cette démocratie concerne tout le monde et ça concerne la santé de tout le monde, surtout à partir du moment où, considérant que l'on sait que le cadre de vie, les conditions de vie, quelles qu'elles soient, et les comportements individuels et collectifs exercent une influence déterminante sur la santé. Il y a d'autres principes qui sont devenus avec le temps, avec les rapports, les recommandations des rapports, avec le contenu d'un certain nombre de lois, constitutifs des politiques publiques à l'heure actuelle et qui confortent une logique de territorialisation. La logique de parcours de soins coordonnés qui a été instituée en 2004, parcours de santé, parcours de soins, parcours de vie, dans une approche globale des patients, avec la prise en compte de facteurs déterminants pour chacun et chacune, comme l'hygiène, le mode de vie, l'éducation, le milieu professionnel et l'environnement. Et avec la mise en œuvre depuis 2016 des plateformes territoriales d'appui pour aider les professionnels de santé à trouver des solutions pour des situations de parcours complexes. Alors, plateforme territoriale d'appui, c'est PTA, pour ceux qui aiment bien les acronymes. Donc, ça permet de... Autre élément aussi, c'est que la santé, maintenant, doit être dans toutes les politiques publiques. Et ceci conforte l'approche par les déterminants, avec la promotion et l'élaboration de politiques favorables à la santé dans d'autres secteurs que celui de la santé. L'alimentation, l'agriculture, l'environnement, le commerce, l'éducation, l'industrie, le travail, l'urbanisme, le transport, etc. Et ce qui pousse à une politique intersectorielle, interministérielle au niveau du gouvernement, et implique aussi, mobilise les collectivités territoriales, mobilise aussi les institutions sanitaires régionales et locales, le tissu associatif. Ça oblige aussi à penser à long terme, comme pour la prévention, et à développer, par exemple, des évaluations d'impact en santé, qui peuvent être aussi un moyen de bien concrétiser cette santé dans les politiques publiques. Et la permanence aussi d'inégalités et de disparités oblige à calibrer les réponses selon un principe, alors que de l'universalisme proportionné. Donc quand on dit ça, il faut expliquer tout de suite, c'est-à-dire qu'on combine des approches universelles, donc pour tout le monde, et des approches ciblées pour réduire l'influence du gradient social et des caractéristiques et des disparités territoriales. Le renforcement aussi de l'exercice coordonné, sous différentes formes et modalités, maisons de santé pluridisciplinaires, pôles de santé, centres de santé polyvalents, etc. Au cœur des évolutions de la structuration des soins primaires, je fais référence à un rapport de l'assurance maladie de 2022 sur l'organisation territoriale, qui dit qu'il faut un renforcement cohérent avec l'accent mis sur une approche populationnelle à partir d'une population d'un territoire donné. Les acteurs de santé s'engagent et coopèrent pour améliorer son état de santé. Donc on est bien à l'échelle d'un territoire. Et concrètement, cela se traduit depuis 2016, ça a été cité tout à l'heure, par le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, c'est le dernier né des dynamiques territoriales de santé,
un mode d'organisation et de coordination de tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, et avec des financements pérennes de l'assurance maladie, ou de l'ARS aussi, je crois, il me semble. Je sais. Mais en tout cas, l'assurance maladie y est très, très, très fortement. Je pense aussi qu'il faut avoir en tête aussi l'avènement de la médiation santé, ce métier en devenir, en même temps qu'il y a eu une reconnaissance en 2017 par un référentiel de la Haute Autorité de Santé, mais qui est médiation santé pour améliorer l'accès aux soins, à la santé, des personnes les plus éloignées de ce parcours et sensibiliser les professionnels de santé aux inégalités qui impactent donc ces parcours de soins et de santé. Je pense que la médiation santé, ça a peut-être un écho, j'ai vu hier soir, avec la question de l'assistante dentaire, mais peut-être qu'avec ça aussi cette reconnaissance de cette profession. Alors la crise Covid aussi, c'est un autre point qui est intéressant et assez nouveau, même si ça date... Non, c'est nouveau. La crise Covid, donc, comme d'autres crises avant, comme le West Nile en 2009. Autre élément, c'est l'impact de notre environnement sur notre santé, comme la pollution par exemple, et il y en a d'autres. La dégradation de la biodiversité, le dérèglement climatique ont montré que la santé humaine est en interdépendance étroite avec la santé animale et la santé environnementale. Donc, il y a un concept qui a été mis en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé, qui est en anglais One Health et en français Une seule santé, qui prend en compte ce constat et qui fait la promotion d'approches intégrées de la santé humaine, animale et environnementale sur des territoires. Il y a un certain nombre d'exemples, soit dans les pays du Sud, soit chez nous. Ça commence à venir et moi je pense que ce concept doit faire référence pour nos stratégies politiques. C'est d'une certaine façon une attention portée à l'impact de la... Comment on pourrait dire, des humains sur le vivant, en général. C'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, toute politique de santé au jour d'aujourd'hui doit intégrer ces enjeux et ces principes. On peut dire, par exemple, que toute action, toute mesure publique devrait être jugée à son impact sur la santé. Et inversement, ou parallèlement, toute politique de santé ou toute action de santé devrait être jugée à son impact positif ou négatif sur les inégalités de santé. Et moi, je rajouterais aussi à son impact sur le vivant. Mais bon, ça reste à discuter. Voire à contribuer à stimuler la mise en œuvre de mesures dans les autres secteurs. Je pense au logement, à la lutte contre la pauvreté, etc. Le système de santé ou les acteurs de santé, professionnels de santé, ont aussi un rôle de façon à stimuler en disant, ne serait-ce que par exemple, quand on est dans un cabinet ou dentaire ou médical et autres, de constater par exemple qu'un habitat insalubre n'est pas très bon pour la santé et que le signaler aux autorités est une démarche qui me paraît assez logique. Donc quand je parlais de stimuler, c'est d'une certaine façon. Et pour revenir au dispositif de proximité en santé, j'en ai cité un, qui est la communauté professionnelle territoire de santé. Ce que nous avions constaté avec nos associations partenaires comme la Société française santé publique, la FNES, la Fédération nationale d'éducation pour la santé, les élus santé publique et territoire, etc., nos alliés en quelque sorte, c'est que la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 avait l'ambition de renforcer l'implication des collectivités territoriales en multipliant les dispositifs de proximité en santé. On en compte une dizaine, en plus des contrats locaux de santé. Mais la fragilité des moyens humains et financiers accordés à leur déploiement et à leur animation, ainsi que leur variété et leur superposition, les ont parfois ou souvent rendus illisibles et peu opérationnels, tant pour les professionnels que pour les élus et la population, surtout dans une approche intersectorielle. Il faut alors maîtriser un nombre important de dispositifs, rechercher des articulations et des complémentarités dans un contexte d'insuffisance ou d'inégalité de moyens accordés à l'un ou l'autre de ces dispositifs. C'est la recherche de la bonne dynamique, du bon dispositif avec la tendance à empiler, qui fait parfois que c'est un jeu localement un peu instable.
ça pose l'enjeu de la coordination et de la coopération et de l'animation territoriale, de la gouvernance et du niveau de gouvernance. Nous, à Fabrique Territoire Santé, on pointe, on cible des dynamiques territoriales de santé ou des démarches ou des dispositifs que sont les ateliers santé-ville, les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale, et puis maintenant les CPTS, communautés professionnelles territoires de santé, même si elles sont, on y reviendra, pas tout à fait au même niveau. Et puis je vais faire un peu de philosophie, de réflexion, parce qu'il faut aussi s'interroger sur la notion de territoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un territoire qu'il faut appréhender dans sa polysémie et donc dans sa complexité? Et j'ai lu récemment un texte de Hervé Brédif en 2021 qui définit récemment 4 types de territoires. Donc, il y a celui des phénomènes physiques et biologiques, le territoire qu'il appelle animal ou végétal, le plus petit échelon écologique dont l'assemblage partage un climat, une faune ou une flore. Il y a aussi le territoire comme une aire de souveraineté et d'exercice d'une autorité politique. Alors vous savez que la France est championne du monde de la subdivision de son territoire national, région, département, arrondissement, canton, commune, communauté de communes, intercommunalité, métropole, pays. Et il ajoute, Hervé Brédif, que le cloisonnement du monde demeure une donnée politique et stratégique de premier ordre et que l'espace politique est un emboîtement d'échelles et de pouvoir. Il me semble important à avoir ça en tête quand on travaille au niveau pour mettre en place des actions de santé. On a aussi le territoire comme une matrice culturelle ou un lieu de fabrique identitaire. C'est celui qui est fait de la mémoire collective, d'attachement, de sentiment d'appartenance, qui est représenté par des symboles, des hauts lieux, etc. Ça doit nous parler. Et puis on a un autre territoire qui est un territoire particulier, qui est un territoire en réseau, qui est sur plusieurs lieux en même temps, qui est né de la connexion des lieux entre eux, des territoires de la mondialisation, de la mobilité, des territoires réels ou des territoires virtuels. Vous avez entendu parler du métavers, je suppose. Donc on peut penser que le métavers devient un nouveau territoire à voir. Hervé Brédif ajoute que les géographes sont critiques sur cette notion par la difficulté qu'il y a à relier les différentes approches entre elles et par le fait qu'elles donnent peu de place aux préoccupations actuelles de rapport des sociétés humaines avec le vivant, même si en matière de santé, on est déjà un petit peu peut-être en avance avec le concept d'une seule santé. Et donc, il choisit donc une alternative pour redonner une consistance au territoire, et vous allez voir que ça va nous parler, comme un échelon intermédiaire entre le local et le global. Et il cite, je cite, « À condition d'abandonner une lecture archaïque du territoire, dans laquelle ce dernier s'apparente à une entité relativement autonome et autarcique, à condition aussi de fuir toute fétichisation du territoire qui pourrait laisser entendre que tout se joue par lui, avec lui ou en lui, comme si flux, mobilité, réseau et autres effets systémiques et d'échelle ne façonnaient pas fortement la réalité de notre monde, il est possible de reconnaître que le territoire, entendu comme un espace ou un niveau intermédiaire, il appelle ça méso, mais c'est intermédiaire, de la coordination des acteurs en vue d'objectifs partagés et d'un projet commun, forme un levier stratégique essentiel pour une prise en charge de la qualité. Lui, il parle de la nature et du vivant planétaire. On pourrait parler aussi de la prise en charge de la qualité des actions de santé. C'est pour ça que, en ce qui nous concerne, à la Fabrique Territoire Santé, on se reconnaît bien dans ce que nous appelons, nous, un territoire de projet, de coordination et d'acteurs en vue d'un projet commun. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous recommandons aux acteurs territoriaux, mais la personne de l'Agence régionale de santé en a déjà parlé et a déjà fait cette annonce. On les recommande aux acteurs territoriaux de la santé de se saisir en fait des dispositifs, c'est-à-dire se saisir des ateliers santé-ville dans les quartiers politiques de la ville, de se saisir des contrats locaux de santé qui sont passés entre les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et d'autres, de se saisir des conseils locaux de santé mentale pour une approche globale de la santé mentale, qui est un vrai problème de santé publique et qui est d'autant plus révélé avec la crise du Covid, et puis de se saisir pour des soignants libéraux des communautés professionnelles territoires de santé.
qui par ailleurs sont plutôt assez bien dotés. Mais enfin, ça, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, et donc, s'investir dans ces démarches, et pour nous, c'est de vous demander d'être les fabricants de dynamiques territoriales de santé, d'une certaine façon, et de monter des projets territoriaux de santé, en vous appuyant surtout sur des méthodologies de projet, avec une approche politique en lien avec des élus, et notamment dans l'idée de réduction des inégalités territoriales et sociales de santé, une approche transversale, avec une action sur plusieurs déterminants, de manière ascendante, en partant des besoins des habitants et de votre territoire de projet, une manière partenariale en créant des synergies entre les acteurs et en vous appuyant aussi sur une coordination effective, soit par un poste de coordination ou d'animation, soit par une équipe de coordination. Voilà, j'espère que mon intervention vous a été utile. Merci. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci au professeur Anne-Marie Musset d'avoir pensé à l'assurance maladie. Donc, voilà, je représente l'assurance maladie. Merci également au docteur Céline Clément d'organiser cette journée ici. J'aime particulièrement venir à la fac de Nancy. J'y viens pour différentes occasions, en tant qu'étudiante. On a aussi des travaux communs avec la fac. Donc je suis très contente d'être ici et très contente de vous partager des dispositifs en santé qui sont soit nationaux, soit régionaux, soit à des mailles infra-régions et même infra-départementales. Je m'appelle Géraldine Rosé, je ne suis pas la personne qui est écrite sur votre programme. Marie Massemin, qui travaille à la CNAM, devait être là aujourd'hui. Elle s'excuse de ne pas pouvoir venir. Elle m'a demandé de la remplacer. Donc, je suis Géraldine Rosé et je suis dans le Grand Est. Je suis à Strasbourg et je travaille pour, alors encore un acronyme, pour la DCGDR. Je travaille pour la direction de la coordination de la gestion du risque. Je crois qu'on n'a pas trouvé plus simple. Voilà. Je travaille pour la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, régime général. Le régime général couvre en fait, assure la couverture maladie obligatoire de plus de 90% des Français, a une relation très particulière également avec tous les professionnels de santé via les liens conventionnels que nous avons avec tous les professionnels de santé de ville. Donc quand on met en place des actions, que ce soit au niveau national ou ou territorial, régional, départemental, etc., on a une force de frappe qui est assez importante vu la couverture qu'a l'assurance maladie. Donc on a des actions qui sont évidemment faites au niveau national, qui sont orchestrées par la CNAM. Nous avons des actions qui sont menées au niveau régional et qui du coup sont gérées par cette structure-là, DCGDR. On a également des organisations au niveau départemental et qui là vont être orchestrées par soit les caisses, soit le pendant médical qui s'appelle l'échelon du service médical, où il y a des praticiens conseils. Ces actions, elles peuvent être également menées, à un échelon infradépartemental par une structure dont on a déjà largement parlé ce matin, les CPTS, qui sont vraiment les nouveaux acteurs sur ces territoires. J'en parlerai, j'en dirai un mot. Si je dois prendre 3 exemples là rapidement sur les actions nationales que vous connaissez bien et qui sont menées par la CNAM, je citerai MTDAN, on va en reparler. Si je devais parler d'une action régionale, alors je vais faire autopub. Venez voir un poster qui est affiché tout à l'heure dans le bâtiment en face. Nous avons fait un travail dans la région Grand Est sur la pertinence des prescriptions antibiotiques
vraiment dans un but de diminuer l'antibiorésistance et de limiter l'antibiorésistance. Donc voilà, ça c'est un travail régional Grand Est. Si je dois vous parler de quelques exemples au niveau départemental, je citerai éventuellement toute la dynamique qu'il y a actuellement en place dans les caisses pour aller vers les patients qui ont besoin d'un accompagnement. Je vais reprendre tous ces exemples. Je ne vais pas du tout vous faire un débat philosophique. Je vais vraiment, on s'est posé avec Marie pour vous choisir des exemples très concrets de choses qui existent à la maille nationale, régionale, départementale. Voilà. Donc je vais lister un certain nombre de choses. Mais avant de vous dire ça, on présente toujours les choses de la CNAM vers les territoires. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'il y a des choses qui existent dans les territoires et qui remontent au niveau national. Il y a des choses qu'on a construites chez nous et qui deviennent quelque chose de national. Donc c'est pas seulement dans ce sens, c'est aussi des choses qu'on a fait en région qui deviennent nationales ou des choses qu'on a fait dans une caisse à une toute petite échelle et qui deviennent à un moment donné nationales. Donc voilà. Alors je vais vous illustrer un certain nombre d'exemples, ça sera absolument pas exhaustif. On a fait un choix. Voilà, il y a des choix. Mais il y a tellement d'autres choses dont on pourrait parler. J'espère que cette journée sera l'occasion de discuter avec vous d'autres choses. Venez me voir si vous avez des sujets, si vous avez besoin de contacts dans vos régions. Voilà, je serai l'interlocuteur d'assurance maladie aujourd'hui. Donc je vais passer en revue un certain nombre d'exemples. Le MT-Dents, on n'y échappera pas. Vous donner quelques chiffres d'évaluation des actions qui sont menées dans les régions et dans les départements auprès des CP éloignés des soins. Vous parlez d'une campagne nationale de communication MT-Dents qui est en cours et qui va se terminer là. Je vais aborder aussi les actions innovantes, des actions qui sont menées pour créer le système de demain. Thomas pourrait en parler aussi parce qu'en fait c'est un travail qui est fait entre l'ARS et l'assurance maladie. Je vais vous illustrer quelques éléments des travaux qui sont menés dans les services des caisses pour aller vers les personnes qui ont besoin d'aide. Et puis, je vous parlerai, mais vraiment en 2 slides, de l'exercice coordonné. Et là, je vais regarder ma montre parce que Céline m'a dit de respecter le timing. Alors, les choses que vous connaissez bien, c'est MT-Dents. Donc, il y a un dispositif national qui maintenant est vieux, mais on a rajouté des âges. Vous savez que c'est un dispositif conventionnel. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de la Convention, on a élargi. On était sur du 6-18 ans. On a élargi en 2012, 2018 et 2019 aux 21-24 ans et puis récemment aux 3 ans. Vous savez qu'on va rentrer dans une période de négociation conventionnelle à partir de tout bientôt, début de l'année. La Convention des chirurgiens dentistes arrive à échéance fin août. Et on va rentrer dans une phase de négociation. Peut-être que les âges de MT-Dents vont être rediscutés, peut-être qu'ils vont être élargis. Il y a des questions sur permettre déjà aux enfants de 1 an avec leurs parents de venir consulter et de rentrer dans un cabinet dentaire. Voilà, donc ces discussions seront abordées. Ce dispositif concerne aussi les femmes enceintes à partir du 4e mois de la maternité. Je vous apprends rien. Je vous livre par contre des chiffres. Nous suivons, en fait, pour suivre ce dispositif, nous suivons le recours aux soins de ces tranches d'âge. Donc on ne suit pas le recours à l'examen bucco-dentaire, on suit le recours aux soins. Et vous avez les chiffres, je vous les livre. Là, on est sur une période janvier-août 2022. On est sur un taux de 50,72% pour toutes ces tranches d'âge. C'est des données nationales. On a des divergences très différentes d'un département à un autre. D'où après l'intérêt de travailler justement à des mailles différentes. Là, je vous donne des chiffres globaux, mais nous, on étudie les chiffres au niveau départemental. Quand on travaille au niveau départemental, on a mis en place un dispositif renforcé auprès de publics cibles, de publics que nous appelons éloignés des soins. Alors vous allez me dire, comment est-ce que vous savez qu'ils sont éloignés des soins ? Alors on a l'avantage d'avoir toutes les prises en charge et on a l'avantage du coup de pouvoir identifier les enfants qui n'ont pas de prise en charge. Et pour nous, un enfant qui n'a pas été chez le dentiste depuis 2 ans est un enfant qui est éloigné des soins. Donc nous, c'est notre critère. On a fixé ce critère-là. Et on va du coup, pour ces dispositifs qui sont départementaux, on va aller rechercher les territoires sur lesquels les enfants n'ont pas consulté depuis 2 ans. Et on va mettre en place une action qui va se faire dans les écoles. Donc l'action, elle est modélisée au niveau national, mais elle s'appuie sur un diagnostic départemental. Donc c'est là aussi la complexité.
Pourquoi est-ce que c'est un dispositif qui est modélisé au niveau national? Parce qu'au niveau de l'ingénierie, on gagne du temps et on gagne en qualité de faire des choses qui sont reproductibles et qu'on va faire partout dans les départements. Pourquoi est-ce qu'on va s'appuyer sur des données départementales? Parce qu'on va être sûr qu'en s'appuyant sur ces données-là, on va être pertinent sur nos actions. On va aller sur des territoires où il y a des besoins. Alors ce travail, on le fait aussi avec l'ARS. L'ARS complète, en fait, voilà, on choisit nos écoles, on fait bien attention de ne pas aller dans les mêmes écoles, et je travaille avec Thomas pour ça, donc il y a plein de sujets qu'on partage. Ce travail dans les écoles, ça consiste à faire une sensibilisation collective, un dépistage. Toutes les actions ne sont pas menées de cette manière de façon entière. Il y a des actions qui sont menées uniquement avec de la sensibilisation. L'idéal, c'est sensibilisation, dépistage. Et nous, ensuite, on va faire le suivi du recours aux soins. C'est-à-dire qu'on va aller regarder chaque enfant qui avait besoin de soins. On a le bilan qui a été fait à l'école. On va regarder chaque enfant qui a besoin de soins et on va le suivre. On va faire des requêtes. On se donne à peu près 6 mois. Si pendant ces 6 mois, il n'a pas consulté, on va appeler la famille. Et là, on est sur un dispositif aller vers. On a formé des gens qui vont appeler et qui vont voir est-ce qu'il y a un problème d'accès. Voilà, ça peut être diverses questions. Et on va aider en fait les patients à trouver un rendez-vous pour leurs enfants pour pouvoir faire leurs soins. En termes d'effectifs, je vous ai mis les effectifs qui sont concernés au niveau national. Je ne vous les lis pas. Ça me permet de gagner du temps. Est-ce que les supports seront envoyés aux... Les supports seront dans le cadre des actes du colloque. D'ailleurs, monsieur qui est ici de la société Justice est en train de prendre en charge tout ce que vous dites et avec les supports formeront les actes du colloque. Donc le support intégralement sera fourni. Si tu nous le donnes. Ah, mais bien sûr, oui, mais voilà, j'ai d'autres choses que je peux vous fournir, donc je ferai un petit kit. Voilà. Ok, donc... je vous livre quelques données de ces actions qui sont faites dans les écoles. Là, on a des données sur l'action 2020-2021. Malgré la crise sanitaire, les actions ont été maintenues. On a eu elles ont été maintenues, mais ça a été un peu plus élastique. Voilà, d'habitude, on travaille sur une période très cadrée, enfin très fermée, pour pas empiéter sur la période de l'ARS. Donc nous, on fait nos actions de septembre à décembre et après, on laisse la place à l'ARS qui fait des actions de janvier à la fin de l'année scolaire. On est super bien organisé. Donc, je vous donne quelques analyses, quelques données. C'est systématiquement présenté tous les enfants dans la colonne de gauche, au milieu les enfants qui n'ont pas la complémentaire santé solidaire, et à droite les enfants qui ont la complémentaire santé solidaire. Donc, on a fait un travail sur l'état bucco-dentaire avec 3 gradients, les enfants qui n'ont pas de caries, les enfants qui n'ont pas de caries mais qui ont des besoins. Ça peut être un détartrage, des scellements de sillon, voilà. Et puis les enfants qui ont des caries. Donc vous voyez clairement qu'il y a une différence entre les enfants qui bénéficient de la C2S et les autres. À droite, on a fait un travail sur les indices carieux moyens. Vous avez les échelles à chaque fois et vous voyez qu'il y a une différence, je vous apprends rien. Donc lors du dépistage, plus de 40% des enfants avaient au moins une carie. Et l'indice carieux est plus élevé chez les enfants qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. D'autres données, on a regardé avant-après. Donc le bilan initial qui est fait dans les écoles par des chirurgiens dentistes et on regarde nous après le bilan final qu'on a grâce à nos requêtes et à toutes les prises en charge qui sont faites. Donc voilà, donc vous avez cette évolution toujours présentée de la même manière. Le recours au chirurgien dentiste a permis de réduire l'indice carieux moyen initial de ces enfants et on a travaillé aussi sur l'état dentaire final des enfants qui avaient une carie lors du bilan initial et qui ont eu recours au chirurgien dentiste. Donc voilà, avec de nouveau un distinguo complémentaire santé solidaire et ceux qui ne l'ont pas. Parmi les enfants ayant eu recours au chirurgien dentiste, 70% des enfants avec carie lors du bilan initial ont été totalement ou partiellement soignés. Nous, c'est déjà une victoire quand les enfants vont chez le dentiste. On se dit qu'il y a un début après aux confrères d'arriver à garder le lien. Mais le but de MT Dents, c'est de faire rentrer les enfants dans le cabinet dentaire. C'est vraiment de faire ce premier pas et après qu'ils soient fidélisés. Il y a une grosse campagne, ça faisait très longtemps que l'assurance maladie n'avait pas communiqué. Du coup, le logo MT Dents a été relifté, vous voyez. Il n'est pas encore utilisé partout, mais il y a des rondeurs. Voilà, on le reconnaît bien, mais il a été modifié. Donc il y a eu une campagne l'année dernière.
La campagne a été reprise cette année. L'objectif de la campagne, on a un petit peu changé l'angle de vue. On parlait beaucoup dans les campagnes précédentes de MT-dents et on rabâchait les âges, etc. On est sur un autre angle. On est plutôt sur inciter à consulter le chirurgien dentiste régulièrement, une fois par an. Et on dit c'est mieux, j'ai pas le slogan en tête, hein, je suis mauvaise. Il vaut mieux y aller avant, quoi. Il y a un truc comme ça, enfin... Bon, vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre. C'est passé sur pas mal de canaux. Dans une deuxième intention, évidemment, on parle de MT-dents et on essaye de faire connaître le dispositif pour que davantage de personnes l'utilisent. Donc, les cibles qui ont été choisies, on est sur les jeunes enfants et les familles, les jeunes adultes. Depuis peu de temps, on a intégré dans les effectifs du régime général tous les étudiants. Donc pour nous, c'est une nouvelle cible. Donc les 21-24 ans ont été intégrés aussi à MT-dents. Et puis les adolescents, les 13-17 ans. Et en fonction de ces cibles-là, on n'a pas utilisé les mêmes canaux, on n'a pas utilisé le même langage. L'assurance maladie est une vieille dame, mais qui sait se réinventer. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, je trouve... Voilà. Donc, je vous donne le calendrier de communication. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de communication avant l'été. On est dans une phase de communication. Il y a eu énormément de petites vidéos qui ont été passées sur plein de chaînes télé, sur plein de vidéos online, sur plein de réseaux sociaux et avec des partenaires qu'on a identifiés. Si vous voulez regarder, la dernière vidéo passe demain à 20h20 sur M6. L'affiche, c'est celle-ci. Si vous voulez avoir cette affiche en format papier, vous pouvez vous la procurer auprès de vos caisses d'assurance maladie. Et nous avons édité un mémo qui a été diffusé à tous les chirurgiens dentistes pour rappeler le dispositif MT-dents. Parce que malgré que ce dispositif fonctionne depuis un certain nombre d'années, il fait l'objet de certains blocages, de certains irritants. Il y a encore des praticiens qui rechignent à l'utiliser parce que lourdeur administrative, parce que voilà. Donc en fait, on a essayé de recenser toutes les difficultés que nous remontent les confrères pour faire un mémo. Ce mémo, je pourrais le mettre dans le kit. Tout à fait autre chose. Je vous l'ai dit, je passe d'un exemple à l'autre, mais on a fait le choix de vous donner des exemples concrets. L'article 51, qui a été inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, c'est récent, pas tout à fait, mais voilà, on commence déjà à pouvoir évaluer des choses. L'idée de ces articles 51, c'est de mettre en place des organisations expérimentales pour tester des choses de demain. Ça doit répondre à 4 principes. Ça doit être dérogatoire, c'est-à-dire ça ne doit pas être financé par un autre système. Il faut que ça soit innovant. On est d'une exigence. Il faut que ça soit reproductible et évaluable et efficient. Actuellement, il y a 122 actions qui sont en cours. Certaines commencent à être évaluées. Vous entendrez, si vous êtes attentif, il y a une grosse communication qui est faite actuellement et le ministère de la Santé et de la Prévention vient de mettre à jour son catalogue de toutes des 122 actions. Vous pouvez vous le procurer sur le site du ministère de la Santé. Ça vous permet, en fait, c'est très synthétique. Vous avez une page par action. Et donc voilà, c'est vraiment inventer le système de demain sur des choses à petite échelle. Là, on est sur, des fois, on est sur quelques communes, on est avec des besoins très précis. C'est des choses qui sont sorties d'une équipe de soignants et qui a souhaité mettre en place quelque chose qui n'était pas financé par autre chose et qui répondait à un besoin. Ça peut être sur un département entier, voilà, mais ça doit être quelque chose qui répond à un problème. Alors ça peut être pour renforcer l'accès aux soins, ça peut être pour structurer des soins ambulatoires, pour développer des parcours de soins coordonnés, pour améliorer la prise en charge en sanitaire ou en médico-social. Alors, dans la santé orale, sur les 122 projets, nous avons 7 projets. Donc vous les trouverez aussi dans tout le catalogue. Moi, je vous les ai listés dans un tableau, mais vraiment de façon très succincte. Il y a 5 projets qui ciblent en fait des populations fragiles que sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui sont en institution. Et il y a 2 projets, alors un qui est sur vraiment la population générale et c'est le tout premier, qui s'inscrit dans la gestion des urgences dentaires, avec un régulateur qui est positionné en appui au 15,
un régulateur qui est un chirurgien dentiste et qui va pouvoir déjà assurer une première régulation et ensuite orienter les patients dans les cabinets dentaires et organiser ces prises en charge. Pour l'instant, on est sur une prise en charge pendant les permanences de soins. Donc, voilà, c'est en train d'être testé dans 26 départements. Le porteur sont les porteurs, parce qu'on est chaque fois dans des départements différents, sont les conseils départementaux de l'ordre. Un autre projet qui peut vous intéresser et qui cible là les jeunes, 18-21 ans, qui est porté par un syndicat, par les chirurgiens dentistes de France. Ce dispositif s'appelle Expresso. On est sur un dispositif où on se dit on ne va pas financer à l'acte les soins, mais on va financer des forfaits pour maintenir les jeunes en bonne santé bucco-dentaire. Voilà, ça a démarré. Alors, on est sur des échelles de 3 à 5 ans. Certains ont démarré récemment, d'autres, on commence déjà à avoir des premières évaluations. Mais le but de ces projets, c'est qu'ils deviennent un jour des dispositifs avec un financement ad hoc. Toute autre chose, le dispositif Aller Vers. L'assurance maladie s'est dotée de services spécifiques qui s'appellent Mission Accompagnement Santé. Alors souvent, on entend parler de MAS. Dans ces services, vous avez des personnes qui ont été du personnel qui a été formé. Au départ, c'était souvent des assistantes sociales. L'assurance maladie a formé d'autres personnels pour vraiment être en capacité d'aider nos assurés. Alors, on va mettre en place, soit on va nous signaler un besoin. Ça va être des professionnels de santé, une association, un établissement qui va nous contacter pour nous dire j'ai un patient qui ne peut pas faire ses soins pour X raisons. Ça peut être les droits ne sont pas à jour, il a besoin d'une complémentaire santé, il ne trouve pas un praticien. Enfin voilà, c'est vraiment... Et donc on va soit travailler suite à un signalement avec l'accord du patient et le contacter et l'accompagner. On va l'accompagner jusqu'à la réalisation des soins. Donc on va aller jusqu'au financement quand il y a une enveloppe, et particulièrement dans le dentaire, quand il y a un reste à charge, on va aller jusqu'à financer le reste à charge. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et sinon, l'autre manière de faire, c'est de faire des campagnes ciblées. Et là, on développe, les caisses d'assurance maladie vont développer des partenariats avec plein d'acteurs différents, et chaque caisse va développer des partenariats avec les besoins qu'il a dans un terrain. Ça peut être avec... Emmaüs, Médecins du Monde, enfin voilà, c'est vraiment très varié d'un endroit à l'autre. Et on va du coup aider, faire des campagnes ciblées et aider les populations. Alors ça peut être des patients âgés avec des ALD qui ne trouvent pas un médecin traitant, ça peut être des jeunes qui ne peuvent pas recourir à des soins qu'on va aider. Enfin voilà, c'était vraiment... Il n'y a pas de modèle. Chaque caisse s'adapte et répond aux demandes. Alors Aller Vers, vous en avez entendu parler, c'est... Ça a explosé pendant le Covid. L'assurance maladie s'est réinventée et j'insiste, s'est réinventée pendant le Covid. On a changé de métier, on a fait du contact tracing. On partait du patient P0 qui était identifié, on appelait tous ses contacts. Voilà, c'était un nouveau métier. On a travaillé aussi sur la vaccination pour convaincre les personnes qui ne voulaient pas se vacciner et qui étaient des personnes qui étaient chez nous identifiées comme étant fragiles, puisqu'on a accès à toutes les données de santé. On peut identifier en fait la pathologie, la LD, on a toutes ces données-là. Donc on avait des listings et tous les jours, on appelait des gens pour leur dire il faut vous faire vacciner. Voilà, on a bossé comme ça toute une période. C'est pas fini, hein, Thomas, c'est ça. Ouais. Je vous disais, on a différents accompagnements, soit c'est des difficultés d'accès au droit ou au numérique, parce que ça c'est un vrai souci aussi, l'accès au numérique, ou alors ça va être une problématique de renoncement aux soins. Et là je vous ai mis dans un petit camembert comment ça se répartit dans la nature des renoncements aux soins. Donc les soins dentaires occupent 14% des enveloppes qu'on va octroyer. On est en retrait par rapport à l'année dernière, mais pourquoi? C'est pas compliqué à comprendre. Le 100% santé y est pour beaucoup. Voilà. Donc, je ne vous en parle pas du 100% santé. Enfin, il y a plein d'autres choses dont je ne vous parle pas. Il y a plein d'autres choses qui existent. Mais voilà, on a fait des choix. La dernière chose dont que je voulais partager avec vous, c'est les CPTS. Les communautés professionnelles territoriales de santé. Je sais que Thomas a prévu d'en parler tout à l'heure ou cet après-midi, voilà un petit peu. Moi, c'est une de mes missions actuellement à la DCGDR.
je travaille pour justement accompagner les équipes qui montent des CPTS, les accompagner aussi dans les projets qu'ils vont monter. Donc en fait, une CPTS, ça a été instauré en 2016 dans la loi de modernisation du système de santé. L'objectif, c'est vraiment sur un territoire, réunir les professionnels de santé pour les faire travailler entre eux. Pour permettre que ce soit des professionnels de santé, des professionnels du social, du médico-social, enfin voilà, et faire en sorte que qu'ils arrivent à trouver ensemble un projet de santé commun, qu'ils le rédigent ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Alors, vous avez vu, j'ai mis un chiffre. Actuellement, sur toutes les CPTS en France, il n'y a que 2% de chirurgiens dentistes. Il y a 6 missions. C'est très cadré. Il y a un financement. Alors, pendant toute la construction Tout à l'heure, on parlait des financements. Qui c'est qui finance? C'est l'assurance maladie, c'est l'ARS. Non, c'est nous, c'est vous, c'est nous. Alors, au moment de la construction, c'est l'ARS qui finance. À partir du moment où on a terminé la construction, elle est un petit peu longue. Il y a toute une démarche, une lettre d'intention, un projet de santé. Les équipes sont accompagnées par des gens qui sont experts en méthodologie et vont les accompagner. On constitue une association. Voilà. Une fois que tout ça est terminé, que tout ça a été validé par un comité régional, on a un projet de santé. À partir de là, nous, on reprend la main et on va financer par un ACI, c'est un accord conventionnel interprofessionnel. Et là, on va financer les missions. Il y a 4 missions socles, 2 missions optionnelles. Vous avez les 4 missions socles. On est sur la première, sur une mission d'amélioration de l'accès aux soins. Faciliter l'accès à un médecin traitant, organiser les soins non programmés. Deuxième mission, organiser des parcours de soins pluriprofessionnels, interprofessionnels. Troisième, développer des actions de prévention. Quatrième, celle-là, elle est toute nouvelle. On se demande où elle sort. S'organiser pour gérer des crises sanitaires. Les missions optionnelles sont développer des actions de qualité et de pertinence des soins. Et la 6e, faire en sorte que le territoire soit attractif. Donner envie à des jeunes de venir s'installer, des jeunes ou des moins jeunes, donner envie de s'installer et faire en sorte qu'on n'ait pas de problème de démographie professionnelle. Voilà, donc c'est très très schématique, c'est pour vous dire que ça existe, il y a des financements, il y a plein de choses très intéressantes qui se font dans les CPTS. On est sur un démarrage, mais là on est vraiment sur des besoins d'un petit territoire. Il n'y a pas d'échelle de ce territoire. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a 4 tailles différentes de CPTS en fonction de la population qui est couverte. L'objectif national, c'est une couverture de toute la population. On est à... Oui, mais vous ne comptez pas comme nous. Nous, on compte à partir du moment où on finance, donc on est à genre 48-50%. L'ARS compte... L'ARS compte à partir du moment où il y a une lettre d'intention. Mais des fois, les lettres d'intention, elles n'aboutissent pas. Donc, non, alors... Thomas dit 70%, moi je dis 50%. On est à 50% de la couverture. L'objectif, c'était une couverture à 100% à la fin de l'année. On n'y sera pas. On n'y sera pas, mais on a une excuse. La crise sanitaire. J'en ai terminé. Et je crois qu'on a à peu près rattrapé. Pas tout à fait. L'autre, il marche. Non, ça doit aller. Écoutez, maintenant, la parole est à vous. Pas pour très longtemps, parce qu'il y a la pause, mais il y aura d'autres moments. À vous de prendre la parole et de poser les questions qui vous sembleraient les plus pertinentes ou pas auprès de nos 2 orateurs, oratrices, de manière à peut-être aller un peu plus loin. Une question. Ah, il y a une question déjà. WhatsApp oui, aussi. parce qu'on a un certain nombre de personnes en visio. Cette année, on ne voulait pas, et puis finalement, ça s'est fait. Notamment pour les copains qui sont en Polynésie, qui sont en Afrique et dans d'autres pays, qui ne peuvent pas aussi facilement que ça se déplacer. On a une question qui est donc, existe-t-il un document public ou une biblio d'évaluation du programme MTDAN?
C'est une colle. Pas qui c'est. Ouais, c'est une colle. Non, on est très mauvais. Il y a plein de données, elles ne sont pas publiques. Et j'appelle des étudiants s'ils veulent travailler là-dessus et publier les données. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la SPBD et ce genre de journée servent aussi à ça, c'est-à-dire à créer des jonctions sur des sujets de recherche potentiels. Excusez-moi. Alors ça, je vais te passer le micro parce qu'en fait, sinon les personnes à l'extérieur n'entendront pas. Donc vas-y, je vais te laisser. Alors sur les données MTDAN, on n'est pas obligé de travailler au niveau national, hein, on peut travailler aussi au niveau régional. Justement, on est sur des histoires de territoire. On peut travailler. Donc nous, ce que nous faisons des conventions pour travailler avec des partenaires et travailler pour des travaux de thèse. C'est des choses qui existent. C'est beaucoup moins lourd de le faire au niveau d'une région que de le faire au niveau national. Et c'est souvent aussi très intéressant parce que vous ne pouvez pas comparer les régions entre elles. Notamment, alors déjà, la région Grand Est, moi c'est la seule que je connaisse, donc je prends cet exemple. C'est pas par chauvinisme, c'est juste parce que c'est la seule que je connais bien. Nous, dans le Grand Est, on a 10 départements. C'est tellement disparate d'un département à l'autre, l'offre de soins, c'est incroyable. On a une surpopulation dans 3 départements et on a des déserts médicaux. Je ne vous parle pas des déserts médicaux de médecins, hein. Je vous parle de déserts médicaux de chirurgiens dentistes. Donc c'est vraiment très différent. Donc je pense que les travaux ils sont intéressants au niveau d'une région. Pour cette offre que vous venez de faire, parce que c'est pas faute de solliciter la CNAM pour avoir les données. Et il y a tout un protocole à respecter avec des contrats d'engagement si on veut utiliser ces données. Et nous ne sommes pas prioritaires. Donc j'ai eu une lettre me disant que nous ne sommes pas prioritaires puisque vos données, vous les traitez en interne, en priorité. Et que si jamais vous avez le temps, vous pourriez évidemment nous rendre service à condition de signer des conventions qui prennent 3 mois pour être signées. Donc, pour un thésard de 6e année, c'est un peu long. Non, bien sûr. Non, mais alors, je pense qu'il faut l'anticiper sans avoir forcément le nom du thésard. Parce que c'est vrai que les conventions peuvent prendre un peu de temps. Est-ce qu'il y a une question là ? Alors, juste avant de poser vos questions, donnez bien votre nom et votre prénom, parce qu'on enregistre aussi qu'on sache qui parle. Bonjour, merci pour vos interventions. Je m'appelle Boris Rach, je travaille dans une association à Grenoble qui s'appelle Solidan. On va intervenir cet après-midi. Moi, j'avais une question sur vos dépistages et ensuite une petite remarque sur un retour d'expérience sur MTDAN. La question sur vos dépistages, c'est que vous dites qu'après 6 mois, vous rappelez les personnes qui n'ont pas, enfin les parents d'enfants qui n'ont pas consulté. Nous, sur notre territoire, la mission d'accompagnement santé le fait aussi. Et les écoles qui font les dépistages et les services de santé scolaire, malheureusement, ils ont des taux d'accès aux soins dans un territoire saturé qui sont quasiment inexistants malgré le rappel. Je voulais savoir sur votre territoire ce qu'il en était. Et ensuite, c'est une remarque, plus un retour d'expérience sur MTDAN. Nous, on travaille beaucoup avec des mamans extrêmement vulnérables, en immense précarité. Et en fait, moi, je trouve que MTDAN, c'est un outil super, mais en fait, c'est aussi un outil, c'est un dispositif qui, malheureusement, est parfois aussi quelque chose de l'ordre de la relégation sociale pour des mamans en grande précarité qui reçoivent ce courrier qu'elles perçoivent comme une injonction d'aller voir un chirurgien dentiste et auquel elles n'auront pas accès. Nous, on a des dizaines de mamans qui viennent nous voir tous les jours en disant je suis une mauvaise mère, je ne trouve pas de chirurgien dentiste. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu questionnant d'avoir cet outil qui est théoriquement super, mais qui en fait relègue encore plus des personnes et des personnes vulnérables. Pas une question, la deuxième, hein, on est d'accord ? Ok, sur les données, je n'ai pas de données régionales, mais ça va vraiment dépendre de l'offre, vous l'avez dit, hein, vous avez donné la réponse en même temps. Ça va dépendre de l'offre. On a des territoires, nous, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Marne, on a une offre impeccable. On n'a pas de difficultés. Sur d'autres, on a du mal, ouais, c'est sûr. Oui, Roland Valger, je représente les gestionnaires de centres de santé. Il y a plusieurs petites choses. Sur MTDAN,
sur MTDan, les centres de santé ont réclamé dans les relations conventionnelles de pouvoir élargir le dispositif aux personnes âgées sur le bilan bucco-dentaire. Donc je pense que ça pourrait être une ouverture intéressante à faire, connaissant les difficultés que peuvent avoir les personnes âgées avec leurs soins dentaires à partir d'un certain âge. Donc c'est une première chose. Et pour revenir sur les problématiques de territoire, vous faisiez le constat que très peu de chirurgiens dentistes s'inscrivaient dans les CPTS. Et ça renvoie sans doute à la manière dont on considère comment les acteurs de santé prennent en charge leurs responsabilités sur le terrain. Les CPTS, moi je participe en tant que gestionnaire à ces discussions dans les accords conventionnels interprofessionnels, et on voit bien que c'est le cumul des métiers qui font l'interprofessionnalité, que le passage à une pluriprofessionnalité d'exercice n'est pas encore rentré dans les mœurs de la discussion. Donc il y a ce passage-là, et ça se pose en fait en termes de, me semble-t-il, de responsabilité sur le terrain. Les CPTS cherchent avant tout à faire en sorte que l'exercice libéral s'inscrive dans une responsabilité collective de santé publique, parce que, visiblement, vu les résultats de l'état de santé des populations, c'est quelque chose dont on s'est éloigné. M. Févrel renvoyait à la problématique de la tension du marché. On a une offre et une demande qui se renvoient la balle, avec une vraie difficulté, et c'est là où je rejoins l'idée qu'on a besoin d'avoir une vraie approche projet par territoire, une vraie difficulté qui est celle de... l'idée m'a échappé, mais elle va sûrement revenir dans un autre moment. C'est bien sur le territoire qu'on a besoin de construire ce projet-là. La question du marché et du coût, de la démarche, je dirais, commerciale autour de la santé est beaucoup plus forte sur les soins dentaires. On ne va pas refaire sur les renoncements, mais elle est quand même beaucoup plus forte sur l'accès aux soins dentaires qu'elle ne l'est sur d'autres éléments de santé. Et je pense qu'il faut peut-être renverser la problématique de la santé orale comme étant un élément constitutif complet de la problématique de santé, et pas en faire les dents sont à part du reste de la médecine ou de la santé, ce qui est un peu aujourd'hui la manière dont on l'apprécie. Alors, à travers des exercices pluriprofessionnels coordonnés, on essaye, mais on voit bien même, y compris dans la pratique du centre de santé pluriprofessionnel, que le dialogue entre dentistes et médecins n'est pas toujours évident, même quand ils sont dans un même lieu de travail. Donc, on a encore du progrès à faire dans ce domaine-là. Rebondir sur MTDan, les personnes âgées, il y a un dispositif qui existait à la MSA, il y a des négociations de la convention qui vont s'ouvrir, je pense que ce sera l'occasion. En parallèle, vous savez qu'il va y avoir une création de consultation de prévention. Alors, moi je suis toujours étonnée, parce qu'il y a toujours des remarques sur MTDan et cette consultation de prévention, elle n'existe nulle part ailleurs. On devrait être super heureux de l'avoir élargie à plein d'âges. Voilà, c'est quelque chose que les autres professions de santé doivent nous envier. Nous n'avons ça nulle part ailleurs. Et donc, ça va être créé maintenant en médecine. Est-ce qu'on va réfléchir à l'étendre aussi sur ces tranches d'âge-là qui ont été identifiées sur le MTDan? Pour l'instant, il n'en est pas question, mais il y a des négociations qui vont s'ouvrir. Donc voilà, première chose, MTDan, je pense qu'il faut, vraiment c'est un atout qu'on n'utilise pas suffisamment. Et puis, votre deuxième réflexion sur le travailler ensemble, je pense que oui, on a un gros travail à faire. J'ai une question de Rodiken. Bonjour, concernant l'assurance maladie, existe-t-il des dispositifs afin de pouvoir bénéficier de l'information concernant le recours aux soins, ou un partenariat pour réaliser dépistage et recours aux soins? Alors, les données de recours aux soins, on travaille avec Odenor, qui publie régulièrement des données. Et la deuxième question, Céline? Dépistage et recours aux soins. Alors, nous ne... Partenariat pour réaliser dépistage et recours aux soins. Pour avoir les données? Non. Non. Les informations
l'information. Alors attends, j'ai vraiment pas compris ta question, Célina. Existe-t-il des dispositifs afin de pouvoir bénéficier de l'information concernant le recours aux soins ou un partenariat pour réaliser dépistage et recours aux soins? En clair, est-ce que MTDAN fait elle-même, enfin l'assurance maladie fait que elle-même, ou bien est-ce qu'elle délègue? Ah, non, alors ça dépend des endroits. Sur les actions qui sont menées dans les écoles, il y a des... En fonction, si c'est de la sensibilisation, il y a encore certains départements où c'est les caisses qui font. Si c'est sensibilisation, dépistage, on est obligé de passer par un partenaire et on passe par des appels d'offres. Parce qu'en fait, il faut que ce soit des chirurgiens dentistes qui fassent les dépistages. Hein, donc, voilà. Donc en fait, là, on passe par des appels d'offres. Et c'est chaque caisse... Non, alors c'est régional maintenant. Les appels d'offres sont passés par les régions. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. Et ma question concerne aussi MTDAN parce qu'en fait, j'ai travaillé sur des données à l'échelle nationale avec l'EGB. Mais une des limites de notre travail, c'était des données sur l'état de santé. Et je voulais savoir si la CNAM avait ces données-là à l'échelle nationale et en fait, comment vous pouvez affirmer que plus de 40% des enfants qui se sont présentés au dépistage avaient au moins une carie. En fait, c'est vraiment, est-ce que vous avez des données sur l'état? Oui, mais là, en fait, c'est tous les enfants qui sont dépistés dans les écoles. Donc on a ces données-là, puisqu'en fait pour chacun des enfants qui est vu dans une école, le praticien qui le voit remplit les fiches MTDAN BD. Et donc on a tous ces éléments-là. Au niveau national? Non, en fait, non, pas au niveau national. Si on pourrait, il faudrait mener une enquête et récupérer tous les EBD chez les praticiens. On l'a déjà fait. Hein. Une des critiques que faisait la SPBD notamment... J'ai entendu la critique. Hein. À l'époque, ça y est. C'est qu'il n'y a pas d'enquête épidémiologique nationale et donc nous n'avons aucun point de comparaison. C'est-à-dire qu'on se compare entre nous, c'est-à-dire enquête locale, en fonction y compris de celui ou celle qui fait le dépistage, parce que ça peut être très bien une infirmière ou ça peut être une assistante dentaire ou quelqu'un qui a été pas forcément d'ailleurs calibré, ce qui pose problème de comparer des chiffres. Donc à la fois, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui est fait est mauvais, c'est très bien, il faut continuer, il faut poursuivre, mais il faut voir les limites. Et les limites sont à ce niveau-là. C'est pour ça que, notamment au niveau de la SPBD, on réclame depuis longtemps une enquête nationale. Je rappelle que la dernière enquête nationale de 2006. Nous n'avons pas d'enquête épidémiologique depuis 2006. Ce qui fait que tous les chiffres que vous pouvez avoir localement, avec quoi vous les comparez? Et comme il y a de moins en moins d'enquêtes internationales de l'OMS, les dernières datent aussi des années 2006, nous sommes en déficit au plan international et national. Par contre, on a des enquêtes locales. On a des choses qui sont faites au plan local, pas toujours faites sur une logique. Donc tout ça, ça mérite d'être aussi réfléchi et retravaillé. Mais je pense que ça fait partie des débats que nous avons en ce moment. S'améliorer, c'est encourageant. Et tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a les journées de santé publique dentaire, c'est pour échanger et pour essayer de s'améliorer mutuellement. Et je pense qu'on a tous... il y avait là un micro, voilà. Je savais bien que j'avais un micro. Une dernière question. Bonjour, Amy Dalstein, je suis chef de service à Épinal dans les Vosges, en Grand Est. Donc je profite de vous rencontrer pour très égoïstement vous poser une question pour mon territoire. Le dépistage en CP, ça marche bien dans les Vosges. En grande section, on commence cette année, sous une forme qui me paraît un peu compliquée, les ateliers, mais ça va marcher. Ma question, elle est pour nous hospitaliers. Ma caisse primaire me dit que je ne peux pas faire de MTDAN, donc le fameux document à remplir et la facturation, parce que je suis hospitalière, enfin mon service est hospitalier, et que c'est une convention que pour les praticiens libéraux. Help. Ouais, alors je cherche la réponse et je vous trouve le bon interlocuteur pour votre caisse. Ou est-ce que c'est fait dans les centres de santé, on a réussi à l'étendre aux centres de santé. Il y a des établissements, ça doit être une convention à passer, encore des papiers. Mais hospitalier, on a l'habitude des papiers. Ou est-ce que c'est simplement un problème de logiciel de facturation? Non, il n'y a pas de raison. Parce que de toute façon, si vous pouvez pas le télétransmettre, vous pourriez faire du papier. Enfin voilà, on n'aime pas le papier, mais on le paye. À Épinal, je vous donne l'adresse. Non mais tout à l'heure,
Je sais faire le café. Tout à l'heure, on échange et puis je vous donne les coordonnées de la personne qui pourra vous répondre pour voir si on peut le mettre en place. Bien, écoutez, il y a un quart d'heure maximum de l'autre côté. On vous invite maintenant à aller en pause. D'abord pour nos ceux et celles qui tiennent les tables, et c'est bien d'aller les visiter. En tout cas, vous invite à aller les visiter. Deuxièmement, il y a aussi la possibilité de regarder dès maintenant les posters qui sont affichés. Et en troisième lieu, essayez de revenir à 11h05 parce qu'on a en visio la reprise et voilà.